Merci d'être venus, si nombreux. Bienvenue donc ici à la médiathèque José Cabanis et plus exactement à l'espace Vanel. Voici un des moments importants de cette rencontre de ce 7e salon maçonnique à Toulouse, puisque nous allons rencontrer les grands maîtres des obédiences, les grands maîtres ou leurs représentants des obédiences, des principales obédiences françaises. Alors ça va être l'occasion pour nous de voir que la maçonnerie, même si elle partage beaucoup de choses en commun, eh bien, elle peut être diverse. Il peut y avoir des gens qui travaillent rien qu'avec des filles, d'autres rien qu'avec des garçons, d'autres qui sont mixtes, d'autres qui s'attachent au symbolisme, d'autres qui sont plus intéressés pour parler de ce qui se passe dans la vie courante et essayer d'examiner un peu la société telle qu'elle est. Nous allons faire connaissance avec ces grands maîtres ou représentants des grands maîtres. Et tout bêtement, nous allons faire un petit tour de table et puis chacun va pouvoir se présenter. Alors, dans un premier temps, nous allons poser quelques questions sur les grands enjeux de la maçonnerie, à quoi ça sert, d'où ça vient et où va-t-elle. Et puis, dans un deuxième temps, on compte sur vous, le public, pour poser des questions, pour interroger ces personnes. Alors, vous demanderez, on essaiera de savoir qui vous intéresse et à qui vous souhaitez poser la question. Alors, on commence tout de suite par le droit humain. Alors, c'est donc... alors, on va faire passer l'esquimau. Voilà. Est-ce qu'il marche, cet esquimau? Oh, ça va. Voilà, il faut bien le mettre ici pour que tout le monde vous entende bien. Alors, ok. Donc, voilà, juste sous le menton, pour que, oui. comme un esquimau, voilà, pareil. Donc, le droit humain, obédience mixte. Vous êtes donc Sylvain Zegni, c'est ça? Tout à fait. Alors, deux mots sur le droit humain. Donc, 2 mots sur le droit humain. Nous allons fêter nos 130 ans l'année prochaine. 130 ans de la création de la première loge du droit humain, avec une caractéristique, le projet de départ en 1893, c'est la mixité et c'est le pari de l'internationalisme. Pourquoi? Tout simplement parce que les fondateurs, Maria de Rème, évidemment, ses amis, Georges Martin, avaient le projet de faire une maçonnerie réellement universelle, qui soit à la fois mixte, ce qui était une vraie révolution à l'époque, ça l'est encore quand même un peu. Et puis, bien entendu, c'était aussi l'ouverture à tout le monde, toutes les catégories sociales. Et bien entendu, si on dit universel, c'est aussi l'international. Donc, c'était le projet de départ. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 30 000 dans le monde. Très bien. Représentés dans 60 pays. Alors, la parole à votre voisin, Pierre Gonarette, bonjour. Alors, bonjour. La GLNF, elle, la Grande Loge nationale française, elle n'est pas dans la mixité pour l'instant. Pas de suite. Pas encore. Donc, pas de suite. Présentez donc votre obédience. Pierre Gonarette, je suis le grand maître provincial d'Occitanie. Nous sommes en Occitanie, c'est ancien Midi-Pyrénées. Nous sommes environ 2000. Sur l'Occitanie réelle actuelle, nous sommes un peu plus de 6500. En France, nous sommes 33 000. Notre axe sur la régularité et sur la reconnaissance fait que nous sommes en lien avec un peu plus de 180 grandes loges. À travers le monde, vous voulez dire? À travers le monde. Voilà, c'est ça. Voilà. Et nous donc, sommes, un peu plus de 2 millions dans le monde. D'accord. Un internationalisme là aussi, mais différent de celui du droit humain. D'accord. La parole à votre voisin. Alors, vous êtes entre deux mixtes, si je peux me permettre, puisque... oui, mais ça ne se voit pas. Bernard de Cocker-Suarez, bonjour. Bonjour, merci. Donc, vous représentez la Grande Loge mixte universelle. Alors, elle aussi, elle est universelle. Elle est universelle. Donc, la Grande Loge mixte universelle va fêter ses 50 ans l'année prochaine. Donc, on est une émanation de la Fédération du droit humain. La Grande Loge mixte universelle a été la première obédience à pouvoir initier les femmes et les sœurs au rite français, que le droit humain travaillait au rite écossais ancien accepté. Donc nous, on est une maçonnerie... On expliquera un petit peu plus tard ce que sont les rites, parce qu'effectivement... Voilà. On se reconnaît comme une maçonnerie républicaine et laïque. D'accord. Votre voisine... Alors là, mixte, pas mixte, mixte, pas mixte. Grande Loge féminine de France. Bonjour Catherine Lyoté, Grande Loge féminine de France. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Grande Loge féminine de France? Comme son nom l'indique, nous travaillons entre femmes. Nous sommes une obédience adogmatique.
Mhm. Nous avons 450 loges réparties partout sur le monde. Notre vocation, Sur le monde, là, vous aussi, vous avez nous aussi. fait des petits, Et- ou des petites, si je puis dire. Alors, ça, ce sont nos loges, parce que nous avons donné naissance à des obédiences nationales féminines. Le but, c'est de pouvoir apporter la lumière aux femmes partout dans le monde et qu'après, elles prennent leur destin en main, parce que le but de notre obédience, c'est l'émancipation des femmes et que les femmes prennent leur destin en main. 450 loges, plus de 14 000 sœurs. À vos côtés, Georges Sérignac, Grand Orient de France. Oui, bonjour à tous. Et merci de votre invitation. Alors donc je représente le Grand Orient de France en étant son grand maître. Nous sommes la plus ancienne obédience française puisque le Grand Orient de France prend son appellation en 1773 après les premiers mouvements maçonniques qui constituaient une pseudo-obédience dans la première partie du XVIIIe siècle. Alors moi, je suis un petit peu gêné au-delà de ça. Bon, je vais rapidement présenter l'obédience, pardon. C'est-à-dire que l'obédience aujourd'hui est encore la plus importante numériquement, c'est-à-dire que nous avons environ 53 000 membres pour à peu près 1400 loges. Mais au-delà de ça, je trouve que cette présentation tout de suite qui focalise sur la mixité, moi, me gêne un petit peu, parce que ça n'est pas ça qui crée finalement l'intérêt ou la différenciation entre les obédiences. Je pense qu'il y a des choses, peut-être qu'on y viendra dans le débat, qui sont beaucoup plus intéressantes, qui est par exemple que nous ne partageons pas avec la Grande Loge nationale de France, la liberté absolue de conscience, c'est-à-dire qu'il y a une maçonnerie traditionnelle qui dit il faut croire en Dieu pour appartenir à la franc-maçonnerie, et il y a une autre maçonnerie qui s'est créée pratiquement en même temps, qui ensuite a évolué, c'est celle de la franc-maçonnerie du Grand Orient de France et des obédiences amies, qui dit on peut ne pas croire en Dieu, on peut bien sûr croire en Dieu en étant franc-maçon, mais il n'y a aucune obligation de croyance. Ça a été abrogé officiellement en 1877, et les autres obédiences qui ont suivi cette route-là ont suivi cette division-là, puisque c'est à ce moment-là que la Grande Loge unie d'Angleterre a rompu toute relation avec le Grand Orient de France et avec les obédiences qui par la suite se sont créées dans cette idée-là. Voilà, la mixité, c'est juste histoire de faire connaissance. Après, il y a d'autres sujets, effectivement, beaucoup plus profonds que nous pourrons évoquer lors de cet entretien. À vos côtés, Daniel Fex, vous êtes la Grande Loge mixte française, je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. C'est de France. Vous nous présentez votre obédience ? Oui, bonjour à tous. Je suis grand maître adjoint de cette obédience. Christiane Vienne, notre grand maître, étant prise par des chantiers maçonniques sur Paris. Passer après Georges, pour nous, c'est facile et difficile. On a 40 ans d'existence, il en a beaucoup plus, il nous l'a dit. On est 5500 sur 250 loges environ. Nous sommes les enfants de la GLMU qui étaient eux-mêmes les enfants de droit humain. Et donc, sur des différences d'appréciation ou de la manière dont on doit fonctionner ou des rites qu'on doit pratiquer, des essaimages comme ça peuvent se passer de la meilleure manière qui soit, puisqu'on s'entend tous très bien et nous sommes partie prenante, nous aussi, de la franc-maçonnerie adogmatique et libérale dont parlait Georges. Très bien. Votre voisin, GLDF, Grande Loge de France. J'ose plus te poser la question de savoir si vous êtes mixte ou pas mixte, mais je crois savoir que vous n'êtes pas mixte. Jean-Luc Vatrelot, bonjour. C'est exact. Donc, je suis l'assistant grand maître pour la région sud-ouest, qui comprend Midi-Pyrénées et Nouvelle-Aquitaine. Donc, effectivement, nous ne sommes pas mixtes, nous sommes une loge, une obédience masculine. Passer comme ça à la fin, c'est très bien et à la fois compliqué, puisque nous avons à peu près la même histoire que celle du Grand Orient de France. Nous sommes construits pendant les mêmes périodes, avec des moments communs et des moments non communs. Et notre obédience s'est constituée de manière définitive à la fin du XIXe siècle, quand il y a eu cette scission dont vient parler le grand maître du Grand Orient de France avec les obédiences anglaises, d'origine anglaise. Donc nous sommes actuellement 33 000 frères répartis en 900 loges sur l'ensemble de la terre, mais essentiellement la France bien sûr. Et nous sommes très attachés à la tradition et au symbolisme. Et nous ne faisons pas de travaux sociétaux en loge. En tout cas, ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas notre essentiel. Merci. Donc, Laurent Siderski, bonjour. Alors, Ouattar, ordre initiatique traditionnel de l'art royal. Vous nous en dites deux mots? C'est joli comme nom.
Et oui, c'est plus que joli, c'est magnifique. Oui. Eh bien, donc Laurence Siderski, grand maître de cet ordre, un ordre issu du Grand Orient de France. Et nous avons à peine 50 ans, dans 2 ans. Donc, un ordre qui est constitué de 1200 membres, donc nous sommes encore tout petits, avec un rite qui est spécifique, qui est le rite opératif de Salomon, avec lequel nous travaillons en 9 degrés. Et ça, c'est notre spécificité. D'accord, on aura peut-être l'occasion de développer un petit peu les différents rites. The last but not the least, Alain Jean, vous représentez la GLTSO, Grande Loge Traditionnelle et Symbolique, Opéra. Alors peut-être que vous aurez l'occasion de nous dire pourquoi elle s'appelle Opéra en plus. Vous nous en dites 2 mots ? Oui, bien sûr. La GLTSO est une fille de la GLNF qui a été constituée en 68, en 1900. Il y a beaucoup de consanguinité dans tout ça. Hein. Oui, tout à fait. Loge masculine, ce qui a un des points importants de la filiation, c'est que nous souhaitions pouvoir rencontrer les autres loges, mais on en parlera certainement tout à l'heure. Nous sommes en fait la plus petite des obédiences, des grandes obédiences, quoi, reconnues. Et on est à peu près 250 ou 270 loges pour 4500 frères à peu près. Je dois dire que je remplace au pied levé Philippe Meffrin, notre TRGM, qui n'a pas pu venir au dernier moment. Et donc, voilà, je n'ai pas tellement l'habitude de présenter la GLTSO devant le public. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, c'est indolore. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Alors peut-être on va commencer ce débat. On va parler, donc on va rentrer un petit peu dans le fond des choses. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est à quoi peut bien servir dans notre société d'aujourd'hui, où tout passe par les réseaux sociaux, Internet, la télévision, la vitesse, le TGV, le téléphone. À quoi sert, qu'est-ce que c'est qu'une société initiatique ? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans notre monde d'aujourd'hui ? Qui veut prendre la parole en premier sur ce thème-là ? À savoir que... Voilà, Catherine Auté, allez, on vous écoute. Il y a l'Esquimau arrive jusqu'à vous. On vous écoute. Alors, je vais commencer. Pourquoi une société initiatique encore au XXIe siècle ? Je pense que justement, d'abord, nous avons 300 ans d'existence à la franc-maçonnerie et que la méthode que nous employons a fait ses preuves. Dans ce monde où tout va très très vite, où on est toujours dans l'immédiateté, dans la course aux informations, avoir un espace protégé, hors du temps, où l'on peut travailler et réfléchir sans avoir de pression sur le temps, c'est un endroit absolument à part qui n'existe quasiment plus dans notre société actuelle. Et je pense que la façon dont nous abordons, nous, nos échanges avec ce rituel de prise de parole qui nous est très propre, où l'on peut s'écouter. On parle à l'autre non pas pour le convaincre, mais juste pour dire quelle est notre vérité et partager ce sentiment. Je pense que c'est un espace dont beaucoup de gens ont besoin actuellement. Alors là, on fait allusion un petit peu au fonctionnement, mais sur l'initiation elle-même, peut-être, hein, est-ce que ça a encore de la valeur ? Est-ce que ça peut marcher ? Daniel Oui, Flex ? juste pour aller dans le sens de ma sœur, si on le regarde de l'extérieur, une société initiatique, ça ne sert à rien pour le profane. Et c'est vrai, ça ne lui est pas destiné. La seule chose qu'il faut faire, c'est faire la démarche. Qu'est-ce que l'initiation apporte dans une vie aujourd'hui ? La société, on le voit tous, elle est excessivement matérialiste, scientiste. Il y a très peu de place au spirituel. Et le principe même de l'initiation, quelle que soit l'obédience dans laquelle un profane ou une profane peut de manière rentrer, ce sera de faire un travail introspectif, d'arriver à faire déjà un état des lieux sur soi-même et savoir dans quelle mesure on peut gagner en dimension spirituelle par rapport au monde qui nous entoure et qui en est totalement dépourvu.
Donc la question est de savoir, est-ce que, d'abord, d'où viennent-ils ces mythes? D'où est-ce qu'ils viennent? On parle beaucoup des bâtisseurs de cathédrales, mais il y en a certainement d'autres. Il y a un peu d'Égypte, il y a un peu de Bible, il y a beaucoup de choses différentes. D'où viennent-ils ces mythes? Et est-ce que aujourd'hui, ils servent encore à quelque chose? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu dépassés? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu folkloriques, pour tout dire? Alors, oui, je disais, oui, mais l'essentiel, ce sont les questions qu'on se pose, qui sont les questions de la vie, de la mort, de la justice, de la violence. Et pour cela, bien pour y réfléchir, finalement, on emprunte à des mythes, et qui sont souvent des mythes d'ailleurs issus de textes religieux, mais sans dogmatisme. C'est là toute la différence. C'est aussi des mythes qui empruntent à des histoires de Templiers, on peut en trouver partout, des histoires de bâtisseurs. Nous dire qu'on descend vraiment des bâtisseurs serait faux, mais dire qu'on leur emprunte aussi beaucoup de choses, c'est effectif, en les réinterprétant, et tout cela pour se construire, et c'est ça le chemin initiatique. Je veux dire, c'est même redondant, le chemin initiatique. L'initiation, c'est se mettre en chemin, et à un moment donné, le chemin, c'est nous qui allons le construire à la fois par nous-mêmes et par le regard des autres. Et c'est ça l'intérêt de la maçonnerie. Et c'est pour ça que la maçonnerie se fait en loge, elle ne se fait pas à l'extérieur. Même si l'action des francs-maçons à l'extérieur, elle est réelle. Mais j'allais dire, la franc-maçonnerie, elle est nulle part. Les francs-maçons, ils doivent être partout là où on les demande. Mais en revanche, effectivement, l'initiation, c'est un processus progressif. Pourquoi progressif? Parce que d'abord, on n'a pas de solution à donner. On a des recherches, on est toujours en recherche. Et puis, d'un certain point de vue, progressif, ça veut dire que si on donnait tout, un gros paquet, et qu'on dépouillait, il n'y aurait plus de démarche initiatique. Il y aurait simplement une démarche où je prends et puis je me débrouille avec. Là, effectivement, on va avoir des degrés dans des rites. Chaque rite, il y a le rite que nous pratiquons très majoritairement, est le rite écossais ancien accepté au droit humain. C'est un rite composite. Je dirais même que c'est presque l'un des derniers rites apparus, mais parce qu'il s'est composé sur d'autres finalement. Il s'est construit sur d'autres, avec des histoires de cabale, des histoires de chevalerie, des histoires... Tout ça, ça peut paraître folklorique, mais en même temps, ce n'est pas de folklore. Ce sont ces mythes qui nous aident à comprendre la réalité du monde dans une loge, pas ailleurs. Qui veut intervenir sur ce thème? Oui, on vous écoute, Pierre Rournarette. Merci. Chez LNF. C'est ça. Nous avons donc, nous, pour continuer à nous présenter, non pas nos différences, mais nos parcours communs. Nous utilisons 6 rites, le rite standard d'Écosse, le rite York, le rite écossais rectifié, le rite écossais ancien accepté, le rite émulation, et il doit m'en rester un, le rite, je ne sais plus, j'ai oublié, je n'ai pas mis le bon ordre. Merci. En fait, les allégories qui sont utilisées dans ces rites font revivre des légendes, utilisent des parcours de différentes légendes pour décrire une image et permettre de s'approprier cette image. Le travail, je regarde faire le travail émulation par exemple, ou le standard d'Écosse, ou autrement le York, qui est un travail de rendu de par cœur que vous connaissez tous. Il existe le moment où nous apprenons la tradition, nous la vivons, nous nous imprégnons de la légende, nous nous imprégnons, comme a dit mon prédécesseur, elle nous habite et petit à petit, l'allégorie nous donne le chemin à faire et ça devient d'un grand naturel. Quelle différence il peut y avoir entre cette démarche-là et une démarche qui serait purement historique, qui serait privée du rituel? Parce que l'historique, peut-être, ne s'appuierait pas sur des légendes et on ne pourrait pas se les approprier. Je crois que c'est aussi simple que ça serait trop intégrablement décrit. Là, on peut ressentir des nuances et on peut vivre différemment au travers des légendes, des mythes et des traditions. En 2 mots, quand vous parlez des différents rites, ce sont des manières différentes de conduire les travaux, de travailler, c'est ça?
Ce sont des manières différentes de s'approcher. Chaque rite a sa personnalité, je dirais. Elle a été très bien traduite au R2A d'où je suis issu. Elle est totalement différente au rite écossais rectifié, qui est la première loge créée au moment de notre scission avec le Grand Orient de France, je crois que c'était en 1911, par Édouard de Ribecourt. Elle était la première au rite écossais rectifié. Il y a une approche qui est assez différente. Tous les chemins, quand on connaît les 6 rites, on arrive à une complémentarité. Ce n'est pas une différence, c'est une complémentarité. D'accord. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Alors. Oui, il faut le tenir le plus près possible parce qu'il il fait blotte. Non, oui, ouais. non, on va essayer. Tient. Ça va là? Non, ça tient Derrière, pas. On entend. Ça va mieux là. Oui, donc derrière on entend. Oui, c'est bon. Donc nous utilisons des rituels qui datent du 18e, 19e siècle. Et effectivement, au 20e siècle, moi je sais qu'au rite français, nous avons fait évoluer le rite français. Et je pense que c'est important. On travaille sur des rituels qui sont sur une tradition, mais je pense qu'il faut qu'aussi, nous, la franc-maçonnerie d'aujourd'hui, sachons créer la tradition de demain et peut-être en faisant aussi évoluer nos rituels. Alors, Alain-Jean voulait rajouter quelque chose. On lui fait passer l'esquimau. On vous écoute. Oui, la GLTSO a plusieurs rites, comme la GLNF. Moi, je pense que les rites sont faits pour que le profane qui rentre en maçonnerie, il trouve qu'il corresponde à sa personnalité. Et ça, c'est beaucoup le plus important. Tout ce qui est symbole, c'est pour aider les frères à se retrouver, à se comprendre, à se connaître et pouvoir être un franc-maçon en loge, mais aussi à l'extérieur. Et pour nous, c'est ce qu'il y a de fondamental. Je voulais dire aussi que la GLTSO est chrétienne, mais chrétienne, ça ne veut pas dire adossée à un dogme ou à une religion. Donc, il y a des... On ne dit pas la messe chez athées. vous. Pardon ? On ne dit pas la messe chez vous, hein, c'est ça? Non, pas du tout. Mais voilà, et on aide les frères, certainement, comme tout, je suis convaincu que toutes les obédiences font ça, à progresser et à se comprendre soi-même. Un petit mot, oui, on vous écoute. Oui, je voulais ajouter que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas utiliser tous ces mythes qui sont utilisés même pour les enfants. Quand on veut apprendre, on parle des mythes, on parle des histoires, on parle des contes et légendes. Et la maçonnerie, elle utilise aussi ce registre-là. C'est un registre qui permet aussi d'avoir des symboles. Et ces symboles marquants qu'on connaît bien tous, qui sont dans pratiquement tous nos rites, ce qui fait qu'effectivement on se retrouve très facilement en allant dans un rite et dans un autre. Par contre, on comprend toujours mieux son rite en allant voir les autres. C'est comme ça qu'on apprend encore mieux à voir nos différences et nos rapprochements. D'accord. Les mythes, c'est aussi, on s'en sert aussi dans la psychanalyse. On vous écoute, Jean-Luc Vatrelot. Oui, alors... Vous m'entendez? Oui. Alors au niveau de... Oui. Je vais aller dans le même sens de ma voisine. Au niveau du rite et du rituel. Alors le rite, ça donne un sens à la démarche et le rituel, c'est un objet pratique que l'on pratique ensemble dans un lieu fermé, sacré et entre nous, ce qui est très important. Parce qu'on parlait des mythes, par exemple, vous avez parlé du mythe d'Isis et d'Osiris, qui est le mythe de la mort. Ça parle à tout le monde. Mais on n'en parle pas de la même manière quand on est en loge, dans un milieu protégé, avec des gens qui se font confiance et qui ont la parole libre. Et donc c'est ça qui est important. C'est le mythe en lui-même, il existe, il est éternel, il aura toujours lieu, même dans plusieurs siècles, mais c'est la manière de s'en servir qui est différente. Merci. D'autres interventions sur ce thème? Allez, allons-y. Juste un mot. On vous écoute, Daniel Fex. On est encore là aussi baigné dans une société où tout ça a disparu, le symbolisme dans la vie de tous les jours. Je sais pas, pour un exemple, par exemple, la justice, elle est très ritualisée. Le décorum, les costumes, etc. Personne n'y attache plus aucune importance. La justice, elle est bafouée comme le reste. Or, c'est la forme qui supporte le fond.
C'est le rite. Ouh, là, ça va mieux. Ah, Même trop. C'est le rite et le rituel qui va nous permettre d'aller au fond des choses. La forme va nous guider et va nous amener à descendre un peu plus chaque fois dans notre pensée profonde. C'est un support, c'est un tremplin. c'est un outil. Encore une remarque ou une observation par rapport au rite. Bon, alors là, on a vu un peu comment fonctionnait la maçonnerie. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de voir un peu quelles sont les valeurs que porte la maçonnerie. Alors, peut-être en fonction des obédiences, il y a des valeurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes. On va peut-être essayer d'en parler. On rattache beaucoup les valeurs républicaines de la maçonnerie à la fameuse devise liberté, égalité, fraternité. Alors, qui s'empare de cette devise et qui la laisse de côté, ou est-ce que tout le monde peut s'y référer ? Catherine Lyoté, on vous écoute. Alors là, je pense qu'on nous nourrit, tout le monde se réfère à cette devise liberté, égalité, fraternité. C'est quand même un principe qui est absolument maçonnique et ce sont les valeurs que nous défendons. Et quand ces valeurs sont attaquées, les maçons sont toujours là et les maçonnes sont toujours là. Je pense que c'est vraiment, quelles que soient là nos obédiences, ces valeurs que nous défendons tous et toutes. Qui veut poursuivre ? Georges Sérignac. Oui, quelques mots sur ce sujet essentiel dans l'histoire du Grand Orient de France, puisque on retrouve déjà de toute façon traces de liberté, égalité, fraternité dès les débuts de travaux de loge, même au XVIIIe siècle, à l'entête, à la fin du XVIIIe siècle, peu après la Révolution, dans une période post-révolutionnaire, après un moment de léger recul de la maçonnerie au moment de la terreur, et puis ensuite on retrouve déjà cette devise donc qui précède finalement l'adoption par la République de cette devise. Et donc, à ce propos, l'histoire de la franc-maçonnerie française, et donc l'histoire du Grand Orient de France et des autres obédiences, est inséparable de l'histoire de la République. Et le fait d'avoir cette devise commune, parce que toutes les obédiences qui ont suivi au cours de ces 3 siècles qui se sont créés au fur et à mesure, ont gardé cette devise comme essentielle. Pourquoi ? Parce que la maçonnerie a accompagné l'histoire de la République. Alors qu'on dise qu'elle l'ait accompagnée de manière tout à fait, active, ou qu'elle l'ait accompagnée de manière un petit peu plus diluée, ça c'est des querelles, on va dire, à la fois, c'est des débats, pas des querelles, d'historiens, c'est des échanges, savoir qui a fait quoi, de quelle manière, le débat d'idées, peut-être que cette question sera posée, de quelle façon la maçonnerie agit-elle sur la société, c'est un point aussi essentiel, qui peut être aussi un point de divergence entre les visions de la maçonnerie, mais le fond du problème, c'est que l'histoire de la République est indissociable de l'histoire de la franc-maçonnerie, et donc la devise commune, liberté, égalité, fraternité, en est un symbole éclatant, mais le buste de Marianne en est aussi un autre symbole. J'ai appris, par exemple, il y a quelques jours, en participant à un anniversaire d'un bicentenaire d'une de nos loges, que la Marianne, le premier buste de la Marianne, avait été fait par un sculpteur franc-maçon, donc à la demande d'une des loges. C'est un exemple parmi d'autres, bien sûr. Puisqu'on parle de buste de Marianne, on ne peut pas s'empêcher d'évoquer à Toulouse la redécouverte de la Marianne noire, dont certains historiens ici présents, ou qui sont dans la salle ou qui ne sont pas bien loin, ont raconté l'aventure. Hein. Formidable. C'est une histoire absolument extraordinaire d'une Marianne noire imposante, qui est une sculpture absolument magnifique. D'autres interventions sur ce thème, liberté, égalité, fraternité. On a un micro farceur. Moi, je pense qu'il faut aussi absolument ajouter laïcité. Parce que on allait y venir. Oui, mais j'anticipe. Allez. Parce Soyons que fous. c'est quelque chose qui, pour nous, est absolument fondamental. La liberté, qu'est-ce qu'elle ferait sans la laïcité ? L'égalité, besoin de laïcité. La fraternité également. Qui veut intervenir là-dessus ? D'autant que le mot laïcité, ce qui serait peut-être intéressant, c'est d'en parler un tout petit peu, et pour dire ce que n'est pas la laïcité, puisque en ce moment, il y a des ennemis de la laïcité qui se servent de la laïcité pour taper sur la laïcité. Hein ? Alors, la laïcité, c'est surtout pas une action contre les cultes ou contre la religion des uns et des autres.
La laïcité, c'est la liberté absolue de conscience, vouloir croire ou de ne pas croire, et que chacun puisse choisir. Mais je vais passer le micro à Georges. Oui, on est les grands spécialistes de la laïcité, entre guillemets. Alors, mais simplement, Catherine a parfaitement expliqué. La clé de voûte de la laïcité, l'aboutissement de la loi républicaine autour de ce qui est un pilier fondamental de notre République, donc la loi 1905, il suffit de connaître les 2 premiers articles. Le premier qui est « La République assure la liberté de conscience », mais dans la phrase, il y a un point, ce qui est important, et dans le même article premier, elle garantit le libre exercice des cultes. C'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire la liberté de conscience, on peut croire ou ne pas croire, mais on a la liberté d'exercer sa religion. Et le deuxième article, c'est la République ne salarie, ne subventionne, ne reconnaît aucun culte. C'est la séparation intangible des églises et de l'État. Est-ce qu'il n'est pas étonnant aujourd'hui de voir que cette notion de laïcité que vous venez de décrire très simplement et très pragmatiquement soit aussi peu comprise et aussi sujette à caution et à controverse? Alors bon, je m'excuse, je monopolise un petit peu la parole, mais voilà, on va dire que ce que je veux simplement répondre, c'est sans aller trop loin, parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est un débat évidemment essentiel, c'est que cette question que vous posez, elle pose en fait toute la question de qu'est-ce que notre société. On voit bien qu'il y a 2 modèles démocratiques aujourd'hui qui sont proposés, qui est le modèle républicain français, avec cette clé de voûte de la laïcité, et le modèle anglo-saxon, qui est beaucoup plus proche d'une juxtaposition de communautés qui vivent séparément, dans la paix civile bien sûr, mais séparément, mais qui peut amener même vers une différenciation des droits, alors que dans le modèle républicain français, c'est un projet commun qui est proposé à l'ensemble des citoyens. Et donc, dans cette différence entre 2 projets, aujourd'hui, les adversaires de la laïcité, les adversaires du projet républicain français, créent une confusion. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas aller trop loin, parce que nous avons de très nombreux exemples de ces confusions, où justement, comme le disait Catherine, la laïcité est plutôt présentée comme anti-religieux, voire même liberticide, mais la confusion des mots, elle va bien au-delà, dans de très nombreux termes. Elle rejoint également la sphère économique, la proposition politique en général, et donc tout cela nous entraînerait bien loin de ce qu'est la franc-maçonnerie aujourd'hui, mais il est évident que la laïcité avec liberté, égalité, fraternité est la clé de voûte du projet républicain. On a entendu le Grand Orient, on a entendu la Grande Loge féminine de France. Alors d'autres interventions? Oui. Daniel Fex, Grande Loge mixte française. Pour aller plus loin ou pas, on est une exception au niveau international. La France est une exception. On n'était pas isolé jusqu'à présent, on l'est quasiment. La Turquie d'Atatürk, elle n'existe plus. La Tunisie de Bourguiba non plus. On a du mal à être soutenu par des voix extérieures à la France parce que c'est une notion que personne d'autre n'a travaillé comme nous. C'est pas pour ça qu'on ne doit pas la défendre. Parce qu'elle appartient aussi à une histoire très particulière. Tout à fait, tout à fait. Et je crois qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure sur liberté, égalité, fraternité, cette liberté absolue de conscience, de penser, de croire, de douter, de rejeter s'il le faut, mais toujours dans le respect de l'autre, c'est quelque chose qui est assez difficile aujourd'hui à faire admettre, parce qu'on sait très bien qu'on est dans des moments où des extrémismes religieux poussent au maximum de façon à ce que cette loi prenne du plomb dans l'aile et qu'on puisse arriver à des sociétés, on a parlé type anglo-saxon, où tout peut se permettre dans une même communauté, où même les références à la loi ne sont plus les mêmes selon la religion qu'on pratique. Merci. Sylvain Zegni, le micro va arriver, droit humain. Je ne vais pas rajouter grand-chose sur ce qui a déjà été dit, mais on parle des intégrismes religieux, il y a aussi des intégrismes politiques qui prennent la laïcité pour voile, si j'ose dire. On ne les citera pas ici, ça serait de leur faire de la publicité. Et là aussi, c'est de la fausse laïcité. C'est-à-dire qu'on s'attaque à une religion, pour l'essentiel, qui est l'islam, et à ceux et celles qui la pratiquent, pour un objectif politique, diviser effectivement la population française. Et ça aussi, c'est tout aussi dangereux que les extrémistes religieux. Le deuxième point que je voulais aborder, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes un ordre international.
Et ce qui est très intéressant, nous avons une constitution internationale. Et nous avons effectivement les Français et les Belges, très laïques, et puis l'Europe du Nord et les pays anglo-saxons, eux, ils sont plutôt dans le modèle dont Georges a parlé, le modèle anglo-saxon. Et quand on négocie chaque article de la Constitution internationale tous les 5 ans, vous voyez les deux cultures qui s'opposent. Et ça, c'est intéressant au sein d'un même ordre, si j'ose dire, de voir que deux cultures traditionnellement s'affrontent. Alors, il se trouve qu'effectivement, les Français et les Belges sont très nombreux, donc pour l'instant, ça va. Mais dans d'autres fédérations, le modèle anglo-saxon prédomine, y compris d'ailleurs dans les rites choisis. Et c'est très, très intéressant de voir cette confrontation de deux modèles au sein d'une même organisation maçonnique. Oui, c'est voilà. Oui. D'autres interventions? Oui. Bernard de Cocker, Suarez, on vous écoute. Oui, je suis tout à fait d'accord sur les interventions. Je pense que les francs-maçons doivent être des lanceurs d'alerte et vraiment expliquer ce que c'est la laïcité. Peut-être qu'il ne faut pas reprendre le mot laïcité, il faut peut-être la décliner, parce que souvent ça fait des barrages et peut-être venir de dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans la laïcité, et expliquer chaque point. Parce qu'effectivement, même on a des représentants de la République à l'Assemblée nationale qui considèrent que la laïcité, c'est une limitation des droits ou des libertés. Donc c'est tout à fait erroné. Donc nous, en tant que francs-maçons, nous sommes vraiment les gardiens, je pense, de la laïcité. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a des pays, actuellement, nous on a fait un accord avec le Grand Orient mixte d'Uruguay, et nous sommes aperçus que la laïcité chez eux est très importante et qui a été avant nous mis en place dans ce pays. D'autres interventions, toujours sur ce thème? Jean-Luc Watrelot, Grande Loge de France. Oui, je partage évidemment tout ce qui a été dit. Et je pense que toutes les obédiences maçonniques sont d'accord sur le fond et qu'il serait bien que l'on puisse être ensemble là-dessus, être visible là-dessus. Et donc, notre Grande Loge de France était, disons, plutôt discrète, et maintenant, elle a mis en place un représentant la laïcité. Je pense qu'on va avancer dans ce sens-là, parce que ça ne sert à rien qu'on discute entre nous. Nous sommes d'accord entre nous. Et il faut qu'on soit visible à l'extérieur. D'autres interventions sur ce thème de la laïcité? Oui, Alain Jean, vous voulez dire un mot? Simplement que nous sommes tous d'accord. C'est-à-dire on ne va pas rajouter la même chose. Merci à tous les orateurs d'avoir bien dit ça. Très bien. Bon, passons à un autre sujet. Quand on parle de maçonnerie, où les maçons rêvent un peu d'une société meilleure, on parle de l'utopie. L'utopie maçonnique, c'est quelque chose qui traverse très souvent les préoccupations des maçons. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore rêver d'une utopie dans un monde qui nous incline, où nous sommes plutôt enclins à craindre les dystopies? Alors, qui veut intervenir? Allez, Laurent Siderski, on vous écoute sur l'utopie. Si on ne peut pas, au sein de la franc-maçonnerie, être un peu utopique, alors là, je crois qu'on n'a plus notre place dans ce monde. On a tout pour pouvoir être utopique. On a un cadre qui nous est donné, on a une fraternité entre les frères et sœurs qui nous permet de nous exprimer, de développer nos points de vue. Eh bien, c'est là, on est vraiment dans un lieu où on a cette possibilité justement de l'être. Alors après, chacun va œuvrer différemment, soit en développant ses idées et en les montrant sur la place publique, soit en agissant personnellement dans la société. Mais oui, c'est vraiment le lieu de l'utopie. Qui veut intervenir sur l'utopie? Alain Jean. Moi, je veux bien, parce que pour moi, c'est fondamental et c'est l'espérance de vie. Mais même profane, donc c'est quelque chose de très important. Et comme l'a dit ma sœur, l'utopie, je crois que c'est Thomas More qui disait l'utopie ou la mort. C'est-à-dire, alors bon, pas la mort physique, mais la mort de l'espérance.
Et moi, je pense que ce que nous arrivons à développer au niveau de la maçonnerie, une grande espérance, c'est de la communiquer à l'extérieur et de faire en sorte que la société évolue vers notre idéal et nos valeurs de bienfaisance et de bienveillance. D'autres interventions sur ce thème de l'utopie? Pierre Ournarette, on vous écoute. Juste avant de passer le micro, oui. Je pense que nous avons un terme que nous aimons beaucoup et un verbe, c'est oser. Donc, une utopie, heureusement qu'on a des utopies pour pouvoir oser aller de l'avant. Osons, osons, osons. Pierre Ournarette. Merci. Ce qui n'est pas une utopie, c'est qu'au fur et à mesure que le discours se déroule, nous partageons effectivement la même utopie. Je crois que c'est Ramsay dans son discours qui avait dit que chaque empire qui se construit, je l'ai écrit pour ne pas me le perdre, a sa fable et sa vérité. Je crois que tout est dit, et ce qui est rassurant plus que tout aujourd'hui dans le monde que nous vivons, qui est tellement décalé, c'est l'utopie qui est partagée par l'ensemble des intervenants. Merci. Alors, peut-être le moment est-il venu que certains d'entre vous ont peut-être des questions à poser pour tel ou tel grand maître, pour tel représentant de telle obédience. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? On lui prêtera le micro. On prêtera le micro. Oui. Alors, là-bas, la dame, et ensuite ici. Vous avez la parole. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Voilà, tout modestement, je viens donner mon petit point de vue. J'aurais pu me taire après tout. J'ai envie de vous dire, vous tous francs-maçons qui êtes là, qu'est-ce que vous avez fait depuis 50 ans pour qu'on en arrive là où nous en sommes? Avez-vous une responsabilité ou pas? Si oui, laquelle? Bonne question. Alors, qui est responsable? Alors moi, je vais vous répondre, madame. Des meneurs. Je vais vous répondre, madame, parce que j'ai pas mal réfléchi, comme nous toutes et tous ici. Que serait la société s'il n'y avait pas eu les francs-maçons? Je pense, par exemple, que nous avons eu un rôle important dans le fait que l'extrême droite n'ait pas atteint le pouvoir il y a quelques mois. Mais la franc-maçonnerie, elle agit sur le temps long et elle ne manifeste pas dans la rue, à corps et à cri, de son action. Et je pense que le fait que nous soyons encore dans un pays qui est encore une démocratie apaisée, encore, peut-être que nous n'y arriverons pas jusqu'au bout, je pense que la franc-maçonnerie, à travers ce que vous avez attendu, il y a environ 150 000 francs-maçons et francs-maçonnes en France au total. C'est pas beaucoup, hein, c'est beaucoup moins que les partis politiques, c'est beaucoup moins que les syndicats qui se comptent par millions, mais qui est inflexible sur les valeurs, comme l'a dit mon frère, que nous partageons tous et toutes. Et donc, effectivement, bien sûr que nous sommes faillibles, bien sûr que nous n'avons pas fait assez, et bien sûr que nous devons avoir énormément d'humilité devant le rôle, mais même sur le rôle historique de la franc-maçonnerie au cours de ces 3 siècles. Quand je disais qu'elle a accompagné la République, je mettais aussi des points d'interrogation sur la réelle efficacité de son action, et c'est un vrai débat d'historien. Mais tout en ayant cette humilité, moi, je vous donne mon sentiment, je suis convaincu que les 150 000 frères et sœurs qui, par leur action, alors différentes selon les obédiences, différentes selon les rites, différentes selon les manières de faire, mais agissent pour ces valeurs essentielles qui sont les piliers de ce qui représente la franc-maçonnerie et qui ne sont plus vraiment représentés dans beaucoup d'autres lieux que la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, quand on cherche un point d'ancrage sur ces valeurs-là, on ne trouve plus beaucoup à l'extérieur de la franc-maçonnerie. Et ça, c'est beaucoup plus inquiétant par rapport à l'avenir de notre société. Mais en revanche, je crois que nous pouvons vraiment imaginer que les valeurs que nous défendons sont aujourd'hui très importantes et qu'il y ait des lieux où on puisse vraiment débattre de ces sujets-là et à notre manière, qui est la manière maçonnique. Hein. On ne sera jamais, comme je l'ai dit, comme un parti politique ou comme un syndicat, mais à notre manière, moi je suis convaincu que nous jouons un véritable rôle auprès de la démocratie. D'autres interventions sur ce thème? Daniel Fex? Oui, je partage à 200% bien sûr les propos de Georges Sérignac. Vous avez remarqué que la franc-maçonnerie en tant que telle, elle ne se présente pas aux élections. Donc ce n'est pas à nous qu'il faut demander des comptes à ce sujet, bien que
La franc-maçonnerie, au départ, son but, c'est pas en tant qu'institution, d'influer sur le cours politique des choses. C'est de faire des hommes et des femmes en capacité de se transformer, de faire de l'introspection et de passer à l'action dans le monde profane. Et c'est cette action que nous aurons individuellement dans le monde profane, soit parce qu'on l'aura faite de manière affirmée en tant que maçon, soit de manière simplement par la valeur d'exemple qu'on peut donner dans le monde associatif, dans le monde politique aussi, pourquoi pas, mais jamais en tant qu'institution. Et donc je pense qu'effectivement, notre rôle, même nous ne le connaissons pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est toujours pour un monde meilleur. Autres interventions, oui, Laurence Siderski. Oui. Un des buts de la franc-maçonnerie est de faire des hommes et des femmes libres. Et pour être libre, il faut être en capacité de penser, il faut être en capacité d'écouter l'autre, de respecter l'autre. Et pour ça, on a ce cadre qui est merveilleux. Alors on pourrait dire, puisque tout est donné finalement à travers notre cadre, pourquoi ne sommes-nous pas plus nombreux ? Pourquoi n'arrivons-nous pas à mobiliser encore plus de monde à venir nous rejoindre ? Et c'est pour ça qu'on se réunit ici aujourd'hui devant vous. C'est pour vous montrer aussi tout l'intérêt de ce qu'est la franc-maçonnerie, pour que chacun puisse grandir et se développer et travailler dans la société pour faire ce monde meilleur. Ce cadre, il est quand même merveilleux. On a des loges libres, qui choisissent leurs travaux, qui choisissent les personnes qui vont diriger cette loge. Et puis, on va fabriquer, on va essayer d'amener l'individu à être libre. Ça, c'est quand même merveilleux. Et une de nos techniques, qui est quand même importante, c'est que lorsque l'on rentre en franc-maçonnerie, eh bien, on apprend le silence. Le silence pour parler après. Mais si on n'apprend pas le silence, si on n'apprend pas à s'écouter soi-même, à écouter sa petite tête là qui cogite pendant que l'autre est en train de parler, ou au contraire à calmer sa tête pour mieux écouter l'autre, alors on n'est plus en capacité, après, dans la société, de pouvoir s'exprimer correctement, aimablement, mais en donnant quand même nos points de vue. Ce que dit cette dame, c'est aussi la visibilité de la maçonnerie qui peut paraître très faible finalement. Oui. On vous écoute. Avant de répondre sur ce sujet-là, je voulais juste dire un autre élément que je n'ai pas donné tout à l'heure dans ma réponse, c'est que on a parlé des 50 dernières années. Il s'est produit, indépendamment de la situation politique que vous évoquiez, il s'est produit une révolution absolument fondamentale dans notre société, qui est l'acquisition par la femme, par les femmes, de droits absolument élémentaires, mais tout à fait qui étaient inexistants auparavant. Cette révolution dont nous ne mesurons pas les conséquences, parce que dans l'histoire de l'humanité, elle ne s'était jamais produite, la libération des femmes de l'emprise sur leur corps par l'homme, cette révolution incroyable, eh bien, les francs-maçons l'ont accompagnée. Et ils l'ont accompagnée activement. Alors certes, pratiquement dans le grand public, personne ne le sait, parce qu'effectivement, j'en viens à notre image, à notre visibilité, et c'est un autre sujet, je vais laisser la parole à mes frères et sœurs, mais indépendamment, même si les gens ne le savent pas, l'action des francs-maçons, il y a eu un grand maître de la Grande Loge de France qui a eu une action fondamentale sur la contraception, le frère Simon. Et il y a eu d'autres frères, nous, d'autres, bien sûr, non mais je ne veux pas tous les citer. Et donc, cette action-là, bien sûr, vous ne la mesurez pas si vous êtes une profane et que vous ne connaissez pas, parce que nous sommes mauvais en communication, nous avons perdu la bataille de l'image depuis 3 siècles pour des raisons historiques, mais l'activité, elle est vraiment réelle. Un autre mot sur ce thème ? Oui, Catherine Lyoté, ensuite votre voisin. Je vais juste rebondir sur la révolution, la libération des femmes.
la révolution, elle n'est pas finie, elle est loin d'être finie. Hein. Et nous allons donc continuer à œuvrer et à travailler. Et quand on parle de révolution, et là juste un mot, je sais que ça va entraîner, je pense qu'il y a une autre révolution, c'est de l'apparition de toutes ces moyens de communication qui font que maintenant une phrase est dite. Et ce qui est important, ce n'est pas la phrase, c'est le buzz qui va être fait. Votre voisin. Oui, là je vais peut-être parler avec mes tripes parce que ça fait 40 ans que je suis en franc-maçonnerie et depuis ces 40 ans, avec les Obédiences Amies, on s'est retrouvés dans la rue contre le retour de l'ordre moral, contre on s'est retrouvés aussi par rapport à la laïcité, on s'est retrouvés pour le mariage pour tous, pour se battre pour le mariage pour tous. Donc je pense que la franc-maçonnerie est tout de même gardienne et vigile de la vie de la République française. Et en fait, dans nos loges, je ne dis pas formés, nous construisons des citoyens et des citoyennes qui puissent après être porteurs dans la société des valeurs de la République. Ce n'est pas la franc-maçonnerie qui va, comme un parti, prendre des décisions, enfin, se mettre en avant. Voilà. Je crois que c'est important. Alors, d'autres questions, là, monsieur alors, il y a monsieur. Merci, bonjour à tous. Je vais peut-être un peu mettre les pieds dans le plat, puis je remercie madame pour sa question, parce que du coup, elle m'encourage à pousser dans cette voie. Quand je vous vois neuf sur scène, sachant qu'il manque encore pas mal d'obédiences françaises aujourd'hui sur place, j'ai un peu l'impression d'être devant une intersyndicale relativement inefficace, parce que morcelée. Est-ce que finalement la franc-maçonnerie ne serait pas plus efficace à être mieux regroupée quand on voit que vous êtes globalement d'accord sur l'essentiel ? Alors, qui veut répondre ? Oui, comme ça, on peut. Effectivement, chaque obédience a sa spécificité et sa façon son mode de fonctionnement. Je pense que toutes celles qui sont là et ceux qui sont là aujourd'hui, à partir du moment où vraiment, quand il faut qu'on se serre les coudes parce que la République est en danger, parce que la laïcité est attaquée, parce que les droits des femmes sont bafoués, nous nous retrouvons et nous nous serrons les coudes et nous descendons même avec nos décors dans la rue. Sylvain Zegni, vous voulez prendre la parole ? Pardon, excuse-moi, je te redonne la parole. Ce que je voulais vous dire, monsieur, c'est que en fait, je ne sais pas si vous êtes franc-maçon ou pas, mais si vous l'êtes, vous n'avez pas bien compris comment fonctionnait la franc-maçonnerie. Si vous ne l'êtes pas, je vais essayer de vous l'expliquer. Ça n'est pas un problème d'obédience, de morcellement d'obédience. La franc-maçonnerie, elle travaille sur les idées en loge, quelle que soit l'obédience. Et vous avez vu que nous avons effectivement une grande fraternité dans nos valeurs. Et nous travaillons donc avec des méthodes un tout petit peu différentes à la marge, ce qui donne le pluralisme. Et nous aimons le pluralisme en franc-maçonnerie, nous aimons la liberté de conscience et le fait de pouvoir choisir et d'avoir sa liberté pour choisir sa méthode finalement, qui est très proche. Mais au-delà de ça, vous parlez d'efficacité meilleure si nous nous regroupions, ça ne changerait rien. Parce que le travail en loge, au Grand Orient de France, les loges sont libres et souveraines. C'est-à-dire que chaque loge travaille comme elle l'entend, évidemment avec des principes qu'elle respecte. Mais donc au-delà de ça, on parlait du fonctionnement de la méthode maçonnique. La méthode maçonnique, c'est une capillarisation de nos idées par une attitude personnelle, alors une attitude dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie syndicale, dans son engagement politique, et que sais-je encore. Et donc, quel que soit finalement qu'on appartienne à la loge de mon frère, à la loge de celui-ci, à la loge de ma sœur, on travaille d'une certaine manière commune, effectivement, comme vous le disiez, et moi je ne crois que ça ne nuit en rien à la, entre guillemets, parce que moi j'aime pas ce terme-là, à l'efficacité de l'idée maçonnique. Allez, on passe ici à Sylvain Zegni. Essayons de faire maintenant des réponses rapides parce que il ne reste pas longtemps. J'avais envie de demander c'est quoi l'efficacité, l'efficience, etc. dont on parle. C'est l'action vers l'extérieur. En général, on se regroupe très facilement sur un certain nombre de terrains communs. Donc, pour moi, l'efficacité, elle est aussi dans la méthode et dans le choix que nous offrons tous dans notre diversité pour effectivement éclairer les profanes et en faire effectivement des maçons, mais aussi des citoyens actifs dans la société. Si on parle d'efficacité vis-à-vis de la société, moi je reste... on n'est pas une entreprise. Hein.
On n'est pas un petit syndicat qui fonctionne et qui promeut des idées dans la vie. Non, on est des maçons libres, avec des opinions très diverses, au droit humain, mais au Grand Orient aussi, je pense. Donc, je crois que toutes les palettes sont représentées à peu près. Il serait très très difficile de prendre... Je sais que quand nous, on publie un avis, on a tout de suite les 50% de ceux qui ne sont pas d'accord ou qui gueulent. Donc, non, ça serait déjà très difficile pour une obédience de promouvoir quelque chose sur la place publique, avec une certaine efficacité. Si on va maintenant prendre une nouvelle question dans la salle. Bonjour à tous. Déjà, merci d'être là, de faire ce salon, parce que ça nous permet de connaître qui vous êtes, ce que vous faites. Moi, personnellement, j'en entendais vraiment beaucoup parler, j'étais très intéressée. Et donc, c'est la première fois que je viens à vous, donc on peut considérer effectivement que je suis profane, comme vous dites. Profane peut-être auprès de vos instances, mais pas auprès du chemin que j'ai fait, je pense. Du chemin. Donc, il y a plusieurs questions qui viennent à moi. Les questions sont... J'ai entendu, madame, que vous dites on va vers un monde meilleur, pourquoi ne sommes-nous pas plus nombreux, etc. Et je vous rejoins. Mais en même temps, ce qui émane de mon esprit, là, en tant que profane, c'est vous parlez de liberté, de rassemblement, et en même temps, mes peurs sont quels vont être l'enfermement dans lequel je vais me mettre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on entend un peu tout sur vous. Donc même si je suis avec cette énergie, même si je suis empreinte de ce chemin vers l'autre, vers la spiritualité, vers l'humanité, comment faire pour ne pas savoir, je ne sais pas si vous n'allez pas m'obliger dans ces rituels à faire des choses qui m'enferment dans mes croyances et dans mes valeurs. Ça, c'est la première chose. Et justement, j'essaye de comprendre aussi pourquoi vous n'êtes pas plus nombreux, parce que quelque part, on a envie, nous sommes beaucoup à vouloir croître au sein de l'humanité, pas seulement dans le sens de la spiritualité, mais aussi de ce que nous voulons donner dans l'humanité. Donc voilà, je voulais savoir qu'est-ce que vous pouvez dire à un profane qui veut venir vers vous, mais en même temps qui se dit qu'il est tellement fort tout seul aussi, qu'il veut exprimer sa liberté, et sa liberté de penser, et ne pas se soustraire à des valeurs qui ne seraient pas à lui. Vaste question. Est-ce que la franc-maçonnerie enferme ceux qui la rejoignent? Ou est-ce qu'elle les laisse libres? Si on n'est pas plus nombreux, je crois que nous sommes à peu près 200 obédiences en France, dont quelques-unes avec 100 frères et sœurs, etc. Mais ici, nous représentons un grand panel de la franc-maçonnerie en France. Mais nous ne nous portons pas garant pour les autres obédiences. Rien à en faire, au contraire, c'est une ouverture de l'esprit. Une ouverture de l'esprit par nos rituels, par nos rites, par nos manières, par nos fonctionnements, par nos outils de nous dégager. Tout à l'heure, nous avons parlé de la présence que nous avons dans le monde. Dans le monde, nous sommes, je pense, dans les 2 millions, 3 millions, nous sommes très peu dans l'univers, très très peu. Cependant, c'est une ouverture d'esprit. Nous formons autour de nous, par nos rituels, chacun se forme, excusez-moi, nous ne formons pas. Chacun se forme à côté de l'autre, se forme pour devenir une meilleure personne. Construire son temple intérieur, ça veut dire quoi? Que vous alliez dans n'importe quelle obédience, il y a quelques, bien sûr, différences, mais vous pourrez les découvrir en rencontrant, aujourd'hui peut-être. Le fait que nous soyons ici aujourd'hui, madame, c'est la preuve que nous ne nous enfermons pas. Le fait que nous soyons devant vous, à avoir des questions aussi diverses, aussi complète, c'est une preuve que nous ne sommes pas très doués en communication, et je crois que nous ne le deviendrons jamais. C'est un abus de discrétion, mais pas de secret. Donc, le fait que nous soyons devant vous, c'est vraiment le fondamental. Nous sommes ouverts. Une autre réponse, Laurence? Juste une phrase. Au Grand Orient de France, pour rentrer, c'est un petit peu, il faut passer par quelques étapes. Pour donner sa démission, on envoie une lettre. Dès la réception du courrier, vous n'êtes plus au Grand Orient de France, et c'est pareil dans toutes les obédiences. C'est exactement l'inverse d'une secte. Où une secte, vous rentrez, vous êtes accueilli à bras ouverts très facilement, mais pour en sortir, c'est souvent un drame.
Entièrement d'accord. Ce que je voulais ajouter, par contre, c'est que quand on rentre en franc-maçonnerie, on s'engage. Et on s'engage à venir régulièrement en loge. Parce que c'est cette assiduité-là qui est importante dans le partage que l'on a avec nos frères et nos sœurs. Une absence, c'est gênant. Donc, l'engagement, se dire que tous les 15 jours, on doit aller en loge. Et que ça passe avant tout autre engagement. Ça, c'est une difficulté, effectivement. Mais pour nous, en tout cas au rite opératif de Salomon, c'est vraiment primordial. Parce que nos loges ne sont pas très grandes. Une loge, c'est à peu près 20-30 personnes, sœurs et frères. Et ça, c'est vraiment important d'être là. Donc oui, cette notion d'engagement, elle est très forte. On est engagé, mais on n'est pas prisonnier. Mais on n'est pas prisonnier. De la même façon, on dit j'arrête, j'arrête. D'autres questions? Et on paye quand même sa cotisation. Une fois par an. D'autres questions? Oui. Bonjour. De ce que j'ai compris des valeurs qui sont promues par la franc-maçonnerie, c'est donc une introspection, une réflexion et aussi un chemin personnel. Mais qu'est-ce qui, pour chacun de vous, a constitué une valeur qui vous a servi pour vous et pour ensuite, comme collectivité dans votre vie et dans la franc-maçonnerie? Je ne sais pas si c'était très clair. Oh, si, c'est une très belle question. Je vais profiter d'avoir le micro dans les mains. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une introspection, c'est de se connaître soi-même. Et à chaque tenue, on demande de porter les valeurs je ne me rappelle plus, en dehors des temples. Mais de toute façon, à chaque tenue, c'est rappelé continuellement. Et puis, l'exemplarité est quelque chose qui est fondamental. Et je pense que c'est ce qu'essayent de faire tous les maçons. Moi, je dirais, je vous vois, vous êtes jeunes. On a besoin de jeunes qui rentrent aussi en franc-maçonnerie. Parce que moi, j'ai eu cette chance. Je suis rentrée à 24 ans en franc-maçonnerie. Eh bien, c'est une vraie chance pour moi. Ça m'a aidé à me construire dans la vie. Et vraiment, je pense que les jeunes ont tout à y gagner. Il y a tout ce qu'ils aiment, tout ce qu'ils peuvent trouver d'ailleurs à travers leurs lectures, les réseaux sociaux. On voit bien l'intérêt pour les mythes, l'intérêt pour les histoires. Ils vont trouver ça en franc-maçonnerie, mais ils vont apprendre aussi à travers notre cadre, à travers ce que l'on organise, à mieux s'exprimer, à mieux être soi-même à l'extérieur en défendant ses vraies valeurs. Jean-Luc Ottolo. Personnellement, moi, la principale valeur que j'ai rencontrée, ce sont les autres. Parce que c'est à travers les autres qu'on change. La fraternité. Oui, la fraternité, mais les personnes, les échanges. Le fait qu'il y a cette sincérité, le fait qu'il y a ce partage en permanence. Que l'on soit dans sa propre loge ou qu'on aille ailleurs, moi qui l'obligation de visiter beaucoup en ce moment, je m'aperçois que je suis bien tout de suite avec les frères parce qu'on peut se parler librement. À peu près la même chose. Nietzsche disait ainsi par les Zarathustra, deviens ce que tu es. Je crois que la maçonnerie, c'est une méthode pour devenir ce qu'on est, en se confrontant à l'autre, mais de manière bienveillante. L'autre, c'est une richesse. C'est jamais, on le voit jamais avec inquiétude, au contraire, on le voit avec bonheur. Nous nous orientons vers les dernières minutes de ce débat, donc s'il y a des questions de dernière minute, c'est le moment ou jamais. Juste pour terminer de répondre à madame, la franc-maçonnerie, c'est avant tout une école du questionnement perpétuel. Si vous venez chercher du prêt-à-penser, il ne faut pas venir chez nous. Voilà ce que m'a apporté la franc-maçonnerie, un chemin de vie et une école de questionnement perpétuel. Bonsoir à tous. Je vais faire une question rapide puisqu'on est sur la fin. Donc la franc-maçonnerie masculine est très développée dans le monde.
J'ai l'impression que la franc-maçonnerie féminine et la franc-maçonnerie mixte sont moins bien développées dans le monde. En France, on n'a aucun souci par contre, c'est très bien. Je voudrais juste savoir ce que pensent les grands maîtres du faible développement de la franc-maçonnerie féminine et mixte dans le monde. Alors moi, puisque j'ai le micro, je vais répondre. Nous, on essaye de développer la franc-maçonnerie féminine à travers le monde. Comme je vous l'ai dit, on a aidé beaucoup d'obédiences en Europe, Belgique, Italie, Espagne, autres. En Amérique latine, il y a une franc-maçonnerie féminine très importante. Et maintenant, l'Afrique s'est saisie aussi de ça. Et nous avons 2 grandes obédiences féminines en Afrique. Donc je pense que nous partons toujours beaucoup plus loin. Hein, mais on essaye de mettre la double pédale pour aller plus vite et pour pouvoir apporter cette lumière aux femmes. Voilà, intervention super courte parce qu'il va falloir laisser la place après, puisqu'il faudra ranger cette salle. Oui, alors je disais que nous, ça fait 130 ans qu'on a lancé la mixité. On a été la première obédience à avoir ce projet. Alors c'est vrai qu'on n'est que 30 000, dont 2 tiers de femmes, de sœurs. Hein, voilà. Et je pense que c'est vraiment une approche culturelle. Il y a des sociétés où les hommes et les femmes sont séparés, y compris dans la vie civile. Et aller faire comprendre à un Anglais où il y a des clubs pour hommes qu'il peut se passer des choses entre des hommes et des femmes spirituellement et qu'on peut travailler, c'est beaucoup plus difficile qu'en Belgique ou en France ou dans d'autres pays, et même les États-Unis. C'est vraiment un problème de société, j'allais dire, d'imaginaire. Juste un dernier mot pour dire que ça marche, ouais. Juste un dernier mot pour dire que chez nous, je parle globalement, mais je ne me permets pas de parler à la place de... Chez nous, ça ne sera jamais, que ce soit des hommes ou des femmes, une compétition dans le nombre. C'est totalement impossible, c'est qualitatif, c'est du choix, c'est un travail sur soi-même. Nous, en 2011, nous avons eu un petit dérapage, je le répète à tout le monde, où nous avons peut-être quelques erreurs de compréhension par des frères qui nous ont fait trop développer d'une manière hirsute, et ça nous a à peu près coûté 15 000 au départ, quoi. Voilà. Et est-ce que les 15 000 qui devaient être là, je ne sais pas. C'est juste pour mémoire, pour se rappeler qu'on n'est pas une entreprise et que c'est une construction individuelle qualitative. Alors, ce débat est quasiment terminé. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite donner un petit mot de conclusion, hein, juste un mot, ou est-ce que tout va bien? Eh bien, écoutez, merci à vous tous d'être venus nous parler de vos obédiences. Merci aussi à vous pour votre écoute et vos questions.